Nous allons donc entamer cette deuxième table ronde. Deuxième table ronde qui nous permettra de découvrir le travail de plusieurs acteurs à l'école, mais aussi sur d'autres terrains. À côté, tout le monde est là, à côté de Françoise, Laurent Adam est professeur dans un lycée. Il pourra nous faire part de son expérience dans l'établissement d'enseignement secondaire. À l'autre extrémité de la tribune, Daniel Fouache est chargée de mission au Centre national du cinéma et de l'image animée. Elle a participé à de nombreuses initiatives pédagogiques. Elle est actuellement responsable d'un problème éducatif et culturel du CNC en partenariat avec les 3 académies de Paris, Versailles, Créteil, qui s'appelle les Enfants des Lumières, qui prévoit de mettre en place des ateliers de pratique artistique à destination d'enfants scolarisés en zone d'éducation prioritaire. Enfin, à mes côtés, faut-il présenter Eddy Caldi, enseignant retraité, militant très actif et auteur prolifique. Il nous avait gratifié il y a 2 ans d'un très utile ABC de la laïcité. Il y a quelques mois, avec la complicité d'Éric de Gives, il nous a livré un précieux ABC de la laïcité pour les jeunes. Et cette table ronde sera animée, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, par Agnès, que je ne présente plus. À toi. Voilà, alors donc comme Michel vient de vous le dire, je ne vais pas vous représenter nos invités. Ils viennent nous parler d'expériences qu'ils ont conduites ou qui les ont conduits à publier. Donc, je leur ai posé 3 questions en fait auxquelles ils vont répondre plus ou moins selon leurs humeurs. Quelle est la nature de l'expérience, dans quel contexte? Quelles sont les difficultés rencontrées, les moyens pour les lever? Et de quelle manière l'expérience pourrait être généralisable, puisqu'on est en train de chercher des moyens d'enseigner la laïcité et d'enseigner, enfin d'entrer dans cet enseignement moral et civique. Voilà. Alors, on va peut-être donner la parole à Laurent pour un petit quart d'heure, pas plus, parce qu'on m'a demandé d'être maîtresse du temps. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai des origines suisses, donc ça va. Moi, j'ai des attaches suisses, donc je vais essayer de me tenir moi aussi au temps. Donc, bonjour à tous, Laurent Adam. Je ne suis pas un théoricien de la question, je ne suis pas un spécialiste non plus, je suis plus un praticien. J'ai bien aimé l'une des personnes qui est intervenue ce matin en disant dans les circulaires ministériels, tout est toujours dit et tout est parfait, mais ensuite on descend sur le terrain. Donc sur le terrain, moi je suis citoyen, je suis militant et je suis enseignant. Et le problème aujourd'hui, c'est d'essayer de confronter la théorie à la pratique pour arriver à un bilan critique. Donc le point de départ, il faut quand même que je recadre et que je replace mon propos. Le point de départ, c'est de s'interroger sur l'enseignement moral et civique et sur, en fait, à quoi sert cet enseignement. Sert-il à quelque chose? Et si oui, quelles sont ses finalités? Et là, j'observe, je peux aller vite puisque les choses ont été évoquées ce matin. En réalité, d'abord, l'enseignement moral, il est à la base même de la laïcisation de l'école dans les années 1880. Maintenant, les années les plus récentes, depuis 2 ou 3 décennies, cet enseignement, d'abord, il n'a pas toujours existé. Quand il a existé, il a souvent changé de nom. On a parlé d'instruction civique, d'éducation civique, juridique et sociale, et pour finir, enseignement moral et civique. Et je pense que ce changement de nom, il est significatif d'une évolution des attentes. Cette évolution des attentes, elle est liée aussi à l'actualité. Quand je dis l'actualité, c'est les derniers jours, mais c'est plus largement, on va dire, les dernières années, parce que je crois qu'il faut opposer la permanence des finalités du temps long. C'est pour ça que j'ai commencé par rappeler les années 1880. On a commencé par remplacer l'enseignement religieux par à substituer à ça un enseignement moral. Mais en revanche, dans le temps court, il y a une évolution des attentes.
Je rappellerai simplement 2 points. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'était ouvert sur 2 discours que vous connaissez tous sur le bout des doigts, le discours du Latran et le discours de Riyad. Il est inutile que je revienne, mais ça montrait une certaine conception de la chose. Le quinquennat en cours, de mon point de vue, sur cette question-là, il a été plus cohérent et peut-être plus conforme à nos valeurs laïques et républicaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner une bénédiction d'ordre général, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus cohérentes et conformes à nos valeurs laïques et républicaines. Maintenant, dans les 2 dernières années, nous avons aussi subi des crimes, des actes terroristes, à commencer par le premier d'entre eux, Charlie Hebdo, avec à ce moment-là des réactions mitigées dans certaines cours de récréation qui ont permis à certains de se rendre compte de 2 choses. D'abord, que les élèves étaient des personnes autonomes, capables de porter des convictions, même si certains sont aussi des jeunes sous influence. Et puis, il en découle, 2e point, la nécessité de la laïcité à l'école pour la préserver les élèves, et donc aussi la nécessité d'un enseignement moral et civique. Alors, par rapport à ça, cet enseignement, il y a un investissement que je note, moi, très inégal. Investissement très inégal, qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, cet enseignement, il est surinvesti par la société en général et par le personnel politique en particulier. D'où l'expression d'attentes très diverses et quelquefois contradictoires entre elles par rapport à l'enseignement moral et civique, faisant peser sur l'école bien plus que ce qu'elle peut et que ce qu'elle doit porter. Mais aussi, cet enseignement, paradoxalement, il a été longtemps sous-investi par l'éducation nationale. Variable d'ajustement dans la répartition des services, l'emploi du temps, sans formation spécifique des enseignants. Je ne parle pas de ce qui a été évoqué ce matin sur la formation initiale des maîtres, des futurs professeurs des écoles, mais pour toutes les disciplines, il y a une formation disciplinaire qui n'existe pas pour l'enseignement moral et civique. Et puis, l'investissement très inégal des enseignants, dont les uns mènent des projets innovants de qualité, alors que d'autres restent dans une approche très classique, et que quelques-uns sont dans des approches plus que classiques, voire quelquefois rétrogrades, sans compter les enseignants qui eux-mêmes utilisent l'enseignement moral et civique comme variable d'ajustement. Les attentes des parents sont paradoxales aussi, souvent peu intéressés par une matière non notée dans un système dont la notation des élèves reste un pilier fondamental, en même temps soucieux que l'école contribue à l'éducation à la citoyenneté, que ni eux ni la société n'assument plus de manière efficace. Quant à l'investissement des élèves, il est très variable, il dépend de facteurs multiples, je n'insisterai pas, facteurs personnels, pédagogiques, administratifs ou autres. Du coup, les finalités, on en a parlé ce matin, donc je vais aller assez vite. Les finalités, elles sont diverses et là aussi quelquefois difficiles à concilier. Transmission de connaissances, fonctionnement institutionnel, droits et devoirs des citoyens, faire comprendre que le droit en général, c'est-à-dire les lois, la Constitution, les directives européennes, apportent des réponses aux grands problèmes de notre temps. La transmission, c'est aussi l'apprentissage de méthodes de travail, recherche documentaire, débat argumenté, réalisation concrète d'un projet. L'objectif, c'est aussi de préparer à la citoyenneté, par l'apprentissage et la confrontation des convictions, donc le respect mutuel, l'esprit critique, l'apprentissage de l'argumentation. La préparation à la citoyenneté, c'est aussi la réflexion sur les valeurs. Je vois que même ici, ce matin, il nous a fallu réfléchir non seulement sur les valeurs, mais sur le sens même de valeurs. Et ces débats-là et ces réflexions-là, on les a en classe. Valeurs qui nous unissent, et l'objectif étant que les élèves non seulement les comprennent, mais se les approprient. Parmi ces valeurs, 2 idées fondamentales. Un citoyen est quelqu'un qui s'engage activement et librement pour l'intérêt général. Et puis, c'est la laïcité qui cimente les hommes et nous permet de faire société. Autre objectif, la transmission donc, de ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, etc. Mais bon, je ne reviens pas sur le débat de ce matin, valeurs, principes, la question est ouverte. Tout cela conduit finalement à donner sens à l'école elle-même, la difficulté étant de mettre en adéquation les attentes de la nation avec le travail de terrain de l'enseignant. La réflexion
sur l'EMC doit permettre de sortir de l'étriqué cadre disciplinaire pour réfléchir à la finalité de l'école elle-même. Point, mon ressenti personnel, c'est que sur ce point, il n'y a plus trop de débat, en tout cas les enseignants que je fréquente, je les trouve souvent en retrait dans la réflexion sur ces questions-là. Alors du coup, les méthodes, les programmes, je n'en parlerai pas, sinon pour dire que les méthodes sont aussi diverses que les enseignants. Et que je connais dans mon académie ces derniers temps un certain nombre de projets, dans le temps qui m'est donné, où je vais parler d'un seul projet, et je vais parler d'un projet que j'ai organisé moi avec des élèves il y a 2 ans. Donc c'était une classe de première littéraire, option art visuel, en lycée à Carcassonne, un travail autour de la charte de la laïcité. L'idée initiale, travailler sur la charte de la laïcité, permettre aux élèves de se l'approprier. Se l'approprier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, 1, la comprendre, c'est des jeunes de 15-16 ans, 17 pour les plus âgés. Donc 1, la comprendre, 2, l'appliquer, donc agir en fonction des principes qu'elle définit, 3, la transmettre en faisant des élèves d'une classe des relais, vecteurs de la diffusion plus large de la charte dans le lycée, au dehors. Bon, je n'insiste pas sur les grands axes de la charte, mais quand même ce qu'il faut mettre en valeur, c'est outre qu'elle rappelle les principes, elle permet aussi aux élèves, c'est un outil d'une efficacité, on peut le critiquer, mais c'est un outil. Et en tant qu'outil, il est d'une efficacité extraordinaire parce que, 1, le rappel des principes, 2, engager la réflexion des élèves sur l'utilité de la laïcité pour l'école et pour eux, 3, rappeler les devoirs des enseignants et des personnels de manière générale, 4, les contenus d'une éducation laïque, qu'est-ce que c'est qu'une école laïque, et puis surtout, l'article 15, puisque l'article 15, le dernier, invite les élèves à réfléchir autour du contenu pour ceux qui ne le connaissent pas par cœur, l'article 15, par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Et donc c'est autour de ça qu'on est parti. Les prémices du projet, bon, la laïcité, elle est dans l'actualité, la laïcité est dans le quotidien des élèves, et donc il faut partir de leur représentation. Alors les représentations des élèves de 15-16 ans en première L, ça se réduit souvent à une connaissance de l'interdiction de porter des signes religieux dans les écoles. Encore, c'est une connaissance très approximative de ce que ça veut dire réellement. Et donc il y a une certaine confusion. Et il en découle souvent, et ils le disent très clairement, une conception de la laïcité comme étant contrainte et comme étant liberticide. Ça, c'est les représentations de départ. Alors cette laïcité toute de contrainte est nourrie par l'instrumentalisation politique que font aujourd'hui la laïcité certaines forces politiques, nous on le connaît bien, mais les élèves manquent d'outils pour décrypter tout cela. Il a donc fallu faire un travail préalable, un peu théorique, sur ce qu'est la laïcité, sur ce qu'elle n'est pas, sur son utilité dans la vie quotidienne et à l'école, et expliquer pourquoi elle était dans l'actualité et en quoi ça posait problème. Ensuite, seulement, on a pu commencer à faire une analyse critique du contenu de la charte et débattre de la charte. Et puis, la question, elle est partie, donc, moi je les ai amenés à, comme on dit en occitan, un brainstorming sur l'article 15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Alors, le questionnement des élèves, ça a été extraordinaire, il est parti tout azimut. Qui peut agir? Quoi faire? Comment? Avec qui? Avec quels outils? Pour toucher qui? Et plus largement, des questions sur le rôle des citoyens, sur les droits des citoyens, sur leurs devoirs, sur la réflexion, sur le devoir de l'engagement. Et puis, ces réflexions se sont heurtées au principe de réalité. Quelle autonomie pour les élèves? Quelle responsabilité dans le cadre d'un projet pour l'enseignant? Mais aussi, vu les contraintes de l'éducation nationale, on a parlé ce matin d'appareils qui facilitent la classification, j'ai bien entendu, mais ces contraintes, elles sont réelles. Les moyens réellement disponibles, ils sont ce qu'ils sont. Ben, du coup, qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec un groupe d'élèves? Alors, à la croisée de toutes ces problématiques a surgi l'idée de réaliser une expo photo pour exprimer et partager principes et valeurs de la laïcité.
Alors, certaines de ces photos, je vais vous les montrer. Je vais continuer de parler, mais Martine, si elle le veut bien, elle va faire passer les photos en boucle. Oui, il m'en faut 3, oui, 5. Donc, ils sont partis sur l'idée d'une expo photo. Alors, pourquoi des photos? Parce que voilà ce qu'on avait les moyens de faire. Alors, pour les photos, une double et paradoxale difficulté. Passer de l'abstrait, un concept, la laïcité, une idée, une valeur, à du concret. Une photo qui exprimerait tout ou partie de ce concept, et puis se rendre compte qu'une photo est en elle-même un objet qui relève sinon de l'abstrait, du moins de la subjectivité et d'un langage symbolique. D'où la nécessité, c'est eux qui y sont venus, d'un travail d'écriture. Non pas pour légender les photos, mais pour les enrichir, les prolonger, les rendre lisibles et donc utilisables. Car une photo, quelle qu'elle soit, suscite davantage de réflexion et de débat qu'elle n'apporte de réponse. Ceci dit, avec une photo, on est dans l'esprit de la laïcité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le dogmatisme. Alors, le bilan de l'action. Pour les élèves, le bilan, ils ont été véritablement en situation de réfléchir, d'abord, pour s'approprier les notions. Ils ont été amenés à débattre, à se confronter à la difficulté, et à l'autre, donc à développer l'esprit critique. Ils ont fait, et donc agi en citoyens. Accessoirement, et ce n'est pas accessoire du tout, moi dans ma démarche d'enseignant, ils ont été fiers du résultat, ce qui leur a permis d'aller vers d'autres et de partager. Ce qu'ils ont fait aussi, contact avec la direction de l'établissement, la presse lors d'un vernissage, puis expo avec visite guidée, d'abord dans leur lycée, ce qui les a mis en situation d'expliquer la laïcité à d'autres élèves et à des professeurs, puis expo dans d'autres établissements et à la médiathèque de Carcassonne pour le grand public. Pour le professeur, confirmation que faire du prêchi-prêcha, ce matin on a dit ça autrement, ça ne rime à rien et ça reste sans efficacité. Ça confirme l'intérêt d'initiatives qui impliquent les élèves activement. Et donc un triple but a été atteint, transmission de valeurs, de contenu, apprentissage de méthodes et finalement mise en situation de citoyenneté par le biais d'une pédagogie active. Alors les difficultés et limites du projet, il me reste 1 minute, je crois que je vais y arriver. Difficultés et limites du projet, la difficulté à surmonter les représentations des élèves et quelquefois la faiblesse du substrat culturel avant de commencer le travail, la difficulté à passer de l'abstrait au concret, le manque de moyens, parce que sinon on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus riche, enfin voilà. L'insuffisance du langage photographique. Et puis un groupe qui éclate très vite, parce qu'un groupe classe, c'est 9 mois ensemble, le temps de les prendre en main. L'éducation civique, c'est 1 heure par groupe et par quinzaine. Donc avec les vacances entre-temps, on les voit sur une année, on les voit 16 à 17 fois. Donc l'année passe vite et puis les élèves, ils se retrouvent en terminale, ils ont d'autres préoccupations. Voilà. Et donc ça me conduit à un bilan critique de l'enseignement moral et civique, mais là ça peut rentrer dans le cadre du débat général. Donc là je rajouterais simplement que ce qui me marque, moi, c'est que paradoxalement, les attentes par rapport à l'enseignement moral et civique sont fortes, mais la matière, elle est déconsidérée aussi bien par l'appareil de l'éducation nationale. Quand je dis variable d'ajustement, c'est une réalité vécue, et déconsidérée par le manque de moyens, déconsidérée par certains enseignants eux-mêmes. Le plus, c'est que quand on s'y met vraiment et qu'on met les élèves en situation d'être citoyens, de réfléchir et d'agir, les résultats, ils dépassent largement les espérances. Donc je ne crois pas que mon expérience soit à généraliser, mais les méthodes de pédagogie active, à l'initiative des projets de classe et de professeurs, oui. J'ai dit.